Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'animer une discussion entre les deux récipiendaires du prix Fleury-Méplet. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Fleury-Méplet a été un grand imprimeur au temps de la Nouvelle-France. Et ça me fait plaisir donc de recevoir sur cette scène la récipiendaire 2020, Joanne Gay, et la récipiendaire 2021, Nicole Saint-Jean. Ce sont deux femmes qui ont eu un parcours et qui ont encore un parcours dans le milieu de l'édition absolument extraordinaire. Et on va échanger ensemble sur comment elles sont arrivées à ce métier d'éditrice, qui est un métier très particulier. Elles ont des relations avec leurs auteurs particulières parce que c'est être à la fois une maman, une accompagnatrice. Donc elles vont nous en parler. Et puis donc on va aussi parler de leur engagement pour le milieu, parce que et Nicole et Joanne ont beaucoup travaillé au rapprochement entre les divers intervenants du milieu du livre. Alors, on va commencer par celle de cette année. Tu es d'accord, Joanne? Ah, tout à fait. Donc, Nicole Saint-Jean, qui dirige les éditions Saint-Jean Éditeur. Nicole, donc, c'est une maison familiale, une maison indépendante. Peut-être tu pourrais nous dire comment tu es arrivée dans cette maison, qui est la maison que ton père a fondée. Tu nous as dit hier que si tu avais suivi les études pour lesquelles tu avais travaillé, tu aurais été avocate et peut-être plus riche qu'éditrice. Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer à un moment donné du parcours du droit vers celui de l'édition? Ben, en fait, je dois dire que j'ai pas bifurqué tant que ça parce que depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai appris à lire, je suis devenue une passionnée de lecture. Je lisais tout. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Les boîtes de céréales, les feuillets d'instruction. J'étais une boulimique de lecture. Et quand j'étais ado, je rêvais. J'étais aussi très douée en dessin. Et ce que je voulais faire quand j'étais ado, c'était illustrer les pages couvertures des livres. Et ensuite, je me suis passionnée pour les affaires internationales. Je voulais devenir ambassadeur, c'était mon rêve. Et mes parents m'ont découragée de faire des études en art parce que c'était pas payant. Ils me disaient, tu peux faire un AB là-dedans. Alors, mon père m'avait poussée à faire des études en droit. J'aimais pas tellement ça. Ça m'a servi beaucoup, c'est clair, mais j'ai fini mes études de droit et mon premier travail en finissant mes études, c'était de travailler pour une maison d'édition de livres de droit parce que mon père était dans le milieu du livre, m'avait fait travailler comme correctrice d'épreuves à sa maison d'édition L'Aurore dans les années 70. Et de fil en aiguille, ensuite, je me suis rapprochée du milieu que je chérissais, qui était les affaires internationales, en travaillant pendant 1 an au Musée canadien des civilisations. Là, je me disais, je me rapproche de mon rêve de devenir diplomate. Quand je me suis ramassée à Ottawa à travailler pour la fonction publique, puis que je voyais mon nom en dessous du drapeau du Canada, et fonctionnaire, ça ne marchait pas du tout avec moi. J'avais 29 ans à ce moment-là. Et papa, qui avait fondé sa petite maison d'édition, c'est vraiment très petit à l'époque, publiait 4 livres par année, c'était vraiment tout petit. Et il m'a dit, « Nicole, si tu es malheureuse, tu peux venir chez nous. C'est pas payant, mais on voyage beaucoup. » C'est comme ça que ça a commencé. C'était il y a 30 ans. Et puis là, ben, ma soeur, mon mari, Jacques, s'est joint à nous quelques années plus tard. Ma soeur, Marie-Claire, s'est joint à nous aussi. Et puis là, on s'est mis à croître, à grossir. Alors, c'est vraiment une entreprise familiale. Chez vous, au souper, vous ne parlez que de littérature ou que de problèmes d'édition? Non, on fait des efforts de parler d'autres choses. Oui, non, mais c'est vrai qu'on est tombé dedans quand on était petit. Ouais. Mais est-ce que, donc, tu nous as parlé de rêves, d'international, de rêves d'artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que les livres que tu publies te permettent de rêver? Bien, écoute,
le métier que je fais m'a donné tout ce que je cherchais. Parce qu'au fond, j'ai réalisé que les couvertures de livres, je ne les réalisais pas, mais je les choisissais. Je participais avec les graphistes, les directeurs artistiques à la conception de la page couverture. Donc, il y a un élément créatif là, qui faisait partie de mon travail et qui m'assouvissait à ce moment-là. Et les relations internationales, en fait, c'est la diplomatie. C'est ce que j'ai découvert. Puis ça, je l'ai exercé beaucoup dans mon engagement associatif, à faire le lien entre les associations, les voyages internationaux qu'on fait pendant les foires internationales. Donc, je pense que j'ai fait ce que je rêvais de faire. Tout à fait, tout à fait. Alors, je me tourne vers la récipiendaire du prix 2020. Joanne, toi, comment est-ce que tu es entrée en édition? Alors moi, le chemin est un peu différent. Oui, parce que j'ai oublié de dire, donc Joanne, tu as dirigé le groupe Librex pendant plusieurs années, tu as pris ta retraite, mais tu continues à travailler dans l'édition en accompagnant des auteurs. Alors, comment donc tu es rentrée dans ce métier-là? Alors moi, je suis rentrée, j'ai fait un bac en relations de travail, en relations industrielles. À l'époque, on était 4 filles, 90 gars. Je suis rentrée après à l'Union des artistes pour faire la négociation collective et les négociations de conventions collectives. Et c'est là que j'ai été impliquée aussi dans la loi sur le statut de l'artiste du côté des comédiens. J'ai fait ça 5 ans. J'ai eu 2 enfants rapprochés. Puis après ça, je me suis cherché un travail. On était dans les années 80, donc chômage à 10 ça n'a pas été facile. Bref, j'ai passé une entrevue dans une association, c'était écrit Association professionnelle, recherche directeur général. J'ai essayé ça. Je n'ai pas été choisie. En fait, on était 2, c'est pas moi qui l'ai eu. Et j'étais déçue, parce que j'avais entendu toute la négociation de contrat de l'autre personne qui avait été acceptée. Et finalement, j'ai écrit, à l'époque, c'était Carole Levert qui était présidente de l'Association des éditeurs canadiens, comme on appelait à ce moment-là. Et en lui disant, écoute, si jamais ça ne marche pas, je suis quand même intéressée à travailler dans votre milieu. Et 3 semaines plus tard, j'ai eu un appel et ça dit au bout du fil, est-ce que vous croyez au destin? Alors, le mot destin est resté tout le temps chez moi, quelque chose d'extrêmement important. Et je suis donc rentrée 5 ans à la direction de l'Association des éditeurs canadiens jusqu'au moment où les associations professionnelles, puisqu'il y avait 4 associations à l'époque, ont fusionné pour créer l'ANEL. Et là, j'ai cherché, je me suis dit, bon, l'associatif, je suis un peu tannée, ça fait 11 ans. Et je suis rentrée chez Libre Expression, puis j'y suis restée presque 30 ans. Puis donc, ce travail d'édition, tu l'as appris sur le tas. Ouais. Comment? Parce que là, on voit bien que Nicole, elle, dès l'âge de 5 ans, elle était... Ouais. Bon, j'imagine que tu participais à des salons du livre quand tu étais enfant ou Non. adolescent? Non, même Non. pas. OK. Alors toi, Moi, Joanne? en fait, j'étais une grande lectrice aussi. Je pense que je lisais peut-être pas tout ce qui me tombait sur la main, mais je lisais beaucoup. Mais jamais j'ai pensé faire ce métier-là. Et quand je suis arrivée chez Libre Expression, je m'occupais des contrats avec ma formation. Puis, on commençait un petit peu à vendre les droits internationaux et les propriétaires ont vendu à ce moment-là une partie de leurs actions en Québécois. Et on m'avait proposé de remplacer les 2 fondateurs de Libre Expression. Moi, j'avais dit non. Et c'est 2 ans plus tard où j'ai dit à André Bastien, OK, je vais y aller. Mais au bout d'1 an, là, je me disais, c'est pas pour moi. Là. Je me disais, c'est pas ma place. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'ai commencé à faire de l'édition, vraiment, là, en direction littéraire. J'en ai pas fait tant que ça, mais vers 2003-2004. Mais le lien, les liens avec les gens et de créer aussi une équipe. Je pense que ça, c'est un peu, pour moi, assez important. Alors, les liens entre les gens, quand on travaille dans une maison d'édition, c'est, oui, vos équipes avec lesquelles vous travaillez, mais c'est les auteurs et les autrices que vous faites advenir, j'ai envie de dire. Et donc, je vous invite, ceux qui sont là et qui nous écoutent, à aller sur le site du Salon du Livre et vous allez voir 2 vidéos qui ont été réalisées autour du travail de Nicole et de Joanne. Et dans ces vidéos, on voit des auteurs, des autrices, ce sont des femmes, parler de leur éditrice.
Et je trouve qu'en les entendant, tu parlais de liens, en les entendant, on sent tout ce qu'elles vous doivent, tout ce que vous leur devez, mais c'est absolument magique. Alors, j'aimerais peut-être que, Nicole, tu nous parles de ce rapport avec les auteurs et avec les autrices, parce que on le sait, c'est un rapport maternant, c'est un rapport de tous les instants. Donc, ce serait intéressant pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce métier que tu puisses nous en parler. D'abord, les auteurs, je suis désolée, mais moi, je n'aime pas le terme autrice, alors je continue à utiliser auteur. Mais les auteurs, en général, lorsqu'ils nous confient leur œuvre, c'est leur bébé. Donc, ils viennent dans un état de vulnérabilité. Puis là, je n'apprends rien aux éditeurs. Tout le monde sait ça, ça fait partie de notre métier. Ils nous confient leur bébé et ils sont extrêmement vulnérables. Ils sont dans un état, ils attendent notre critique, mais il faut être tellement délicat, il faut faire attention parce qu'on les atteint dans leur fondement. Mais se développe au fil du temps, lorsqu'un auteur demeure avec la maison longtemps, évidemment, se développe un lien de confiance entre les individus. Et, disons, je ne veux pas dire que cette délicatesse, mais la confiance se bâtit et se développe un lien d'amitié réciproque. Et plus que ça, même quand parce que j'ai fait plus d'éditions plus jeunes, maintenant c'est plus la direction que je fais, mais dans les débuts de la maison d'édition, il y avait des auteurs qui me consultaient sur toute leur vie. C'était ça. Ils m'appelaient, me demandaient des conseils sur leur vie amoureuse, sur leurs finances personnelles. On était devenus des conseillers. Pourquoi? Probablement parce qu'on s'occupait de leur bébé, de leur enfant. Je ne veux pas dire qu'on leur permettait de réaliser un rêve, parce que c'est plus que ça. Il y a des gens qui aspirent à faire une carrière. On a souvent dit dans notre métier qu'on réalise le rêve d'un écrivain lorsqu'on le publie. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Et quelque part, comme tu dis, Gilda, oui, ils se sentent redevables, mais je dois dire quelque chose quand même. Ils sont très heureux et contents lorsque ça fonctionne. Et lorsque ça ne fonctionne pas, ben c'est de notre faute, c'est clair, c'est clair. Joanne, tu as fait advenir un peu Kim Thuy. Oui. Et avant cette rencontre, on parlait justement de comment parfois un auteur, il arrive au bon moment dans une société, avec les questions qui se posent. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre avec Kim Thuy? Oui, cette rencontre avec Kim Thuy, en fait, c'est drôle parce que, contrairement à d'autres, Kim est arrivée par deux voies. Je n'irai pas, c'est pas important par qui. Mais donc, la même journée, il y a deux personnes de la boîte qui ont reçu une rencontre, qui ont dit « J'aimerais ça, Madame Thuy voudrait vous rencontrer ». Puis, on ne la connaissait pas vraiment beaucoup. Je pense qu'elle avait déjà aussi parlé à une autre maison d'édition. Quand on l'a rencontrée, c'est devenu... mais ça a été tout de suite. On a lu le texte en se disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. » Quand tu découvres un texte, mon Dieu, quel plaisir de se dire... Il y a quelque chose, peu importe dans quel genre, d'ailleurs, que ce soit dans le livre pratique, si je parlais des aliments contre le cancer, je veux dire, c'était un livre qui était au-delà de ce qu'on avait vu aujourd'hui. Donc, cette rencontre-là avec Kim, après ça, s'est faite avec beaucoup de chaleur et c'est devenu, comme tu dis, quelqu'un qui est proche de la maison. Puis, je pense que tous les employés qui ont à travailler avec un auteur doivent avoir quand même une petite base en psychologie, mais ils l'apprennent sinon. Je pense que ça demande beaucoup de... Parce que c'est vrai, tu as le bon mot, Nicole, c'est la vulnérabilité de ces auteurs-là. Et même, imaginez un deuxième livre. Kim, quand elle a écrit un autre livre, la vulnérabilité, c'est encore pire parce que le premier avait été un si grand succès. On dit souvent, « Ah, c'est sûr, elle a un succès, bravo. » Et le deuxième est hyper dangereux. Les attentes sont très élevées. Les attentes sont élevées autant de l'auteur que du public. Puis là, le public, c'est comme un film. Hein? Tu regardes une suite, puis tu dis, « Oh, c'est pas aussi bon que le premier. » Et c'est dur parce que c'est toi et l'auteur. Même s'il y a une équipe autour, mais je veux dire, il n'y a pas 150 personnes comme à la télévision ou au cinéma.
Non. C'est vraiment je pense que c'est vraiment un lien de proximité, l'auteur et l'éditeur, ou sa relationniste, ou c'est vraiment un lien de proximité. Puis tu sais, excuse-moi, je veux juste Oui, oui, non, rajouter un allez-y. petit quelque chose. Même des auteurs prolifiques. Tout Tu sais, à on fait. en a une chez nous qui est fidèle à notre À la maison maison. depuis très longtemps, qui a publié à son 55e roman. On la voit sur la vidéo. Mais On elle. la oui, voit sur la vidéo, Madame mais Dessiam. même Louise Tremblay-Dessiam, lorsqu'elle nous envoie son manuscrit, elle est dans tous ses états, elle Ouais. est encore insécure, là, même après Le 55 ouais. romans qui ont Mais ça, c'est très le bien signe des fonctionné. grands pour moi. Ben oui. C'est le signe des grands. Parce que l'insécurité d'un auteur qui a créé seul une œuvre qui est à sa première étape, c'est, je trouve, un peu normal et sain. Il faut savoir gérer ça. Je veux dire, quand ils sont très, très sûrs d'eux, ben, c'est plus difficile parce que ben, l'éditeur a un regard en disant, ben non, peut-être qu'il y a un petit peu de travail. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est notre job. Et c'est notre Notre tout à job, fait. c'est d'avoir un recul sur le... Parce que l'auteur est collé, est trop près de son œuvre, c'est normal. Mais nous, notre travail, c'est d'être à la place du lecteur et d'améliorer son œuvre. Donc, il faut que l'auteur soit prêt à accepter la critique. C'est pas tous les auteurs qui sont prêts à accepter la critique. Et alors, tiens, tu parlais de diplomatie, Nicole, au Ouais. début. Quelles sont les qualités? Parce que c'est pas évident de dire à quelqu'un qui a travaillé pendant des mois, voire parfois des années, de dire, il y a encore un peu, beaucoup, pas mal de travail à faire. C'est quoi les qualités Ben, pour toi, pour tu ce l'as métier? mentionné, il faut être psychologue, beaucoup. Mais tu sais, c'est comme dans toute relation humaine, quand tu veux faire passer un message, ben, tu commences par les côtés positifs, tu comprends? Et puis évidemment, dans l'œuvre, si on veut la publier, c'est clair qu'il y a des éléments positifs. Oui, autrement, Alors, elle serait rejetée. Ben Mhm. oui. Alors, on met... disons doit qu'on met le... s'adapter. On met le... voyons, on insiste sur les points positifs, puis on arrive à... c'est de la psychologie, là. On C'est du s'adapte. renforcement positif, Ouais. puis c'est... Tu as tout à fait raison. Puis on s'adapte aux personnalités. C'est ça qui fait qu'après 30 ans de métier, tu deviens en possession parce que tu as vécu Ben oui. pas mal tous les cas de figure, que ce soit la mortalité de quelqu'un, parce que la personne qui vient vit une vie aussi, là, l'auteur, moi aussi j'ai de la misère avec l'autrice, mais ces gens-là arrivent avec une vulnérabilité et une vie quotidienne dans laquelle il faut adapter. Et ça, j'avoue que c'est ça, c'est l'expérience. Je pense pas que ça... Il n'y a pas un cours qui va te donner... c'est la vie. C'est, ben regarde, fonce, puis... Puis tu sais, il y a des auteurs qui refusent Ouais. De retravailler. de retravailler, puis c'est leur droit. Et puis on leur dit, ben Ça sera très pas chez bien. nous. Puis il y en a qui vont voir ailleurs et ils reviennent souvent nous voir parce qu'il n'y a aucun autre éditeur qui a accepté. Donc, disons que là, quand ils reviennent, ben, pas toujours, là, c'est clair, mais... Ça arrive. ça arrive. Alors, avant de parler publiquement, on se disait que ce qui vous réunissait, c'était d'avoir mis de l'avant et d'avoir revendiqué la place de la littérature populaire. J'aimerais ça que vous nous parliez de cette littérature populaire. On est dans un lieu où, de la diversité, un lieu du livre pour tous les âges. Ce serait intéressant. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette littérature populaire? Ben, pour moi, la littérature populaire, c'est une littérature qui est accessible à tous, tout simplement. Notre slogan, c'est « On fait lire le monde ». Et nous, on s'en fout qu'un individu lise un roman, même les romans de gare, les romans fleuves. Pour nous, ce qui est important, c'est que cette personne lise la lecture. Et puis, Oui, on se rappelle que tu lisais les paquets de céréales. ben oui, c'est ça, tu vois. Mais tu vois, ça m'a mené ailleurs. Mais qu'une personne lise un roman populaire, un roman historique ou un roman très, très intellectuel ou très littéraire, tant mieux, c'est super. Mais il faut du choix pour tous. Donc,
que ce soit même des ouvrages pratiques, comme tu disais tout à l'heure, des ouvrages de développement personnel, des guides sur l'astrologie, n'importe quoi, c'est de la lecture, c'est de l'écrit. Et pour nous, en fait, si ça fait rêver le lecteur, si ça lui apporte, c'est un divertissement, la lecture. Donc, si quelqu'un lit quelque œuvre que ce soit et qu'il en retire un plaisir, du rêve, du divertissement, pourquoi pas? Joanne, est-ce que... Tu sais, moi, c'est ma bataille, c'est la bataille de ma vie. C'est-à-dire que ce qui m'a tant frustrée, puis qui continue encore, même si c'est un petit peu moins pire, c'est la non-reconnaissance de ce que c'est, donc le snobisme littéraire. Comme je dis, il y en a moins. Mais il faut travailler fort. Ça m'a toujours blessée. J'ai toujours été blessée qu'aucun de nos auteurs soit en nomination au prix littéraire des libraires. Aucun en 27 ans. En nomination. Je ne l'accepte toujours pas. C'est pas normal. Qu'ils ne gagnent pas, c'est correct. Mais je dis tout le temps, bon, ben si c'est pour les premiers romans ou les romans littéraires, dites que c'est pour ça. Là, il n'y en aura pas de problème. La frustration est toujours aussi grande. Et puis tu as raison, c'est les auteurs qui tu sais, comme nos grandes... Ils gagnent des prix grand public, là, mais tu sais, il y a quelque chose autant au niveau des médias ou bien, des la libraires visibilité, encore. tu as raison. La visibilité dans les médias n'en Des a auteurs. que pour la littérature avec un grand L. Ouais. C'est comme ça qu'on Puis, tu sais, l'appelle. moi, j'ai des auteurs, nous avions, moi, nous avons toujours. J'aime beaucoup. Ils Alors, ont. c'est ça les éditeurs Oui, et les c'est ça. éditrices, c'est le G. Hein. Ouais. C'est mon auteur. Oui, parce que c'est le lien avec, l'auteur. Mais c'est pas personnel. Mais dans la boîte, il y a des auteurs qui ont failli partir. Et je l'avais dit aux libraires en disant, tu te rends compte qu'il y a il y a des auteurs qui disent, je vais aller dans une autre maison pour gagner un prix littéraire, puis je reviendrai te voir. Mais quelle frustration! Je veux dire, il y a quelque chose. Il faut qu'on arrive à ça. Je veux dire, je vais le nommer, Michel Jean a gagné 4 prix littéraires en Europe. 0 ici. Bien là, le prix, oui. Ben, ça commence, là, le Ça prix. commence. Il y a eu, lui, ici, il y a eu le combat des livres. Mais honnêtement, tu sais, il y a quelque chose, et c'est pas plus Michel que d'autres auteurs. Je dis juste, il faut juste qu'on trouve un équilibre là-dedans. Parce qu'en fait, je veux dire, ces livres qui se vendent, c'est pas des mauvais livres, là. C'est pas parce que c'est comme si il y a des livres qui se vendent, puis tout le monde, les vendeurs sont très contents. Puis, ben, il y a des livres qui gagnent des prix. Si on veut faire découvrir des auteurs qui ne sont pas connus, pas de trouble. Moi, je suis la première à le dire, mais soyons égales. Moi, c'est plus ma bataille. Celle-là, j'avoue que... Et je suis contente quand je vois une Kim Thuy, quand je vois une Michel, quand je vois tous nos auteurs en littérature qui avancent. Et je trouve ça formidable, mais on travaille fort. Tu sais, Joanne, que ces auteurs-là dont tu parles, comme Louise Tremblay-Deschamps, Ben oui, c'est la même chose. les médias commencent à parler d'elles, de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un succès incontournable. Mais il y a un paquet d'autres auteurs qui ont un succès moindre, mais quand même beaucoup plus important que beaucoup d'éditeurs littéraires dont ils ne parleront jamais. C'est que là, ils ont comme réalisé, ces chroniqueurs, que, ouais, il faudrait bien en parler de ces auteurs-là. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais tu réalises, tu sais comme moi, le travail qu'il faut faire sur une bataille. Tu as raison. Alors, bataille. Vous êtes des femmes qui se battent. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez reçu le prix Fleury-Méplet, parce que dans votre travail avec l'auteur et dans votre maison d'édition, c'était une partie de votre activité, et puis l'une et l'autre, Joanne, on a compris que c'est parce qu'elle venait de l'associatif. Hein? Après ça, j'ai fait partie du comité puis de conseil, mais j'ai été directrice générale, moi, de l'ANEL. Oui. Et Nicole a été présidente. Oui, oui. Donc, Joanne, on comprend d'où ça lui vient, la bataille, le combat pour le groupe, pour le collectif. Et toi, Nicole, comment est-ce que c'est né ce besoin, ou je ne sais pas si c'est un besoin, mais cette nécessité de t'impliquer dans le collectif? Ça fait partie de ma nature. C'est des valeurs familiales qui m'ont été inculquées. D'abord, mon père était très impliqué dans le milieu auparavant. Il a été... et mon père, j'ai comme un peu suivi ses traces, mais j'aime travailler avec le monde. Et en fait,
moi, je suis arrivée dans l'associatif, contrairement à Joanne, au tout début de ma carrière chez Guy Saint-Jean Éditeur, où moi aussi, j'avais tout à apprendre. Là, j'étais 1,5 dans ma maison d'édition, puis je me sentais isolée. Donc, j'ai dit à papa, il faudrait qu'on devienne membre de l'association. Je veux côtoyer d'autres personnes, je veux apprendre des choses. Mais moi, je suis allée au début pour apprendre. Et en découvrant tout ce que le milieu du livre comprenait, parce que je connaissais juste ce que nous, on faisait, mais j'ai appris qu'il y avait des éditeurs qui faisaient du manuel scolaire, puis c'était une bébite complètement différente. Les éditeurs de poésie, de jeunesse, puis j'ai découvert qu'on avait tous des points communs, on avait tous les mêmes problèmes, et ça m'a vraiment stimulée à ce qu'on se mette ensemble et qu'on améliore notre sort à tous. Alors, l'une et l'autre... quand vous regardez le parcours là, de 30 ans de bataille, hein, Joanne l'a dit, pour vous, qu'est-ce que c'est un beau succès ou quelque chose qui vous tient à cœur dans cet engagement du collectif? Vous dites, là, j'y étais, j'ai participé à ça. Bien, moi, je vais en parler. J'ai participé à ça. Je pense que c'est une autre époque pour moi où j'étais employée de l'ANEL. Mais quand, à l'association, est arrivé, parce qu'il y a eu un départ volontaire d'à peu près la moitié des membres à une époque, quand c'est revenu, quand Jean-François Bouchard, Nicole a été impliquée aussi, quand on est revenu, il y a quelque chose qui, là, moi, j'ai voulu aussi être membre. Je ne voulais pas être présidente, mais je voulais être membre. Là, il y a quelque chose pour moi qui était, OK, ça se peut. Ça se peut qu'on fasse avancer les choses. Mais dans le collectif, c'était au-delà de... Moi, je représentais une grande maison qui était québécoise. Mais on était capable, là, avec les plus petites maisons, les littéraires, les pratiques, on était capable de se regrouper. Moi, je pense que c'est le moment que j'ai le plus aimé. Et je pense que la présidence de Nicole nous a amené à bien solidifier ça aussi. Là, je pense qu'il reste à solidifier tout le monde, même si ça va mieux. Il faut dire que la pandémie n'a pas aidé non plus dans cette... Ça a aidé l'industrie parce qu'on s'est mis à vendre des livres. Les livres partaient plus vite en expédition. Le numérique, les ventes, le marketing numérique a été mieux. Mais moi, c'est ça, je pense. C'est d'y avoir participé plus que de l'avoir imposé. Moi, de mon époque, c'était la taxe. Vous savez qu'il a failli y avoir deux taxes. Ah oui, il a failli y avoir deux taxes oui. Sur le livre. Et ben, il y en a eu juste une. On en a sauvé une. Bon, ça m'a amené dans un burn-out. Moi, je n'ai pas été capable de me rendre à la fin. Mais c'est formidable parce qu'il y a juste quand même une taxe, puis il y a eu d'autres choses après. C'est peut-être le truc, oui, j'y étais, mais j'ai payé cher. Et toi, Nicole? J'en ai quelques-uns. Ben, tu as le droit d'en avoir plus. Merci. Oui, oui. Ben, je dirais que le premier, c'est il y a plus d'une vingtaine d'années, alors qu'à l'association, on avait décidé de demander la création d'un crédit d'impôt pour le livre. Alors, il en existait un pour l'audiovisuel et on avait formé un comité. Il y avait un représentant à l'époque du scolaire, du littéraire et du pratique. Et moi, j'étais sur ce comité et j'ai travaillé à la création du crédit d'impôt pour le livre qui sert toute l'industrie aujourd'hui. Puis ça, j'en suis vraiment très fière. Et ensuite, il y a eu quelques années un schisme. Bien, il y en a eu quelques-uns dans l'association, mais il y a eu un schisme à propos du prix réglementé. Et j'ai été la médiatrice entre les associations, l'ALQ, l'Association des libraires, l'Association des distributeurs et l'ANEL. J'ai fait en sorte qu'on s'est entendu, toute l'industrie, parce qu'on était vraiment en guerre à ce moment-là. Puis ça, je suis vraiment très, très fière de ça. Puis aussi, Joanne, comme tu dis, en tout cas, dans les années où moi j'ai été présidente, ce qui m'a été, je le répète constamment, c'était de voir l'unité du milieu, de voir tout le monde qui travaillait ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau. Alors, si vous aviez... si quelqu'un vous téléphone et vous dit « j'ai envie, un jeune ou une jeune, j'ai envie de me lancer dans ce métier de l'édition parce que je vous ai entendu ou vu à une table ronde au Salon du Livre », qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? OK, donc tu me regardes. Moi, je te regarde parce que je commence toujours par Nicole, donc non, chacun à son tour. Non, c'est parfait. En fait, moi, je lui conseillerais, parce que
Actuellement, il y a un boom chez les éditeurs et beaucoup chez les éditrices. Je disais ça aussi à Nicole hier. Je trouve ça fascinant et ça me rend d'une fierté de voir toutes ces jeunes femmes maintenant partir des maisons d'édition, des librairies, des petites librairies. C'est formidable. On n'était pas beaucoup il y a 30 ans. Puis il y avait beaucoup d'hommes. J'ai rien contre les hommes, mais c'est bien le fun qu'il y ait un équilibre là-dedans. Le conseil d'administration de l'ANEL, je pense qu'il y a plus de femmes maintenant que d'hommes, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Oui, je vois Élodie qui opine du chef. OK, Élodie. Allô, Élodie. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, j'aurais tendance à discuter avec cette personne-là pour voir ses motifs. Pourquoi elle veut faire ça? Puis après ça, la diriger. Parce que je considère que mon expérience sert à beaucoup de choses, mais pour tout ce qui se passe actuellement, je la dirigerai vers un de ces jeunes maisons d'édition qui vit des choses très différentes que moi, ce que j'ai vécu, ou que Nicole, qui, elle, a hérité d'une maison familiale. Mais je la dirigerai. Mais je serais très curieuse de savoir quelle est la motivation. Son amour du livre, pour faire de l'argent. André Bastien disait tout le temps, si tu veux faire de l'argent, va-t'en en pharmacie ou en avocate. droit. Oui, en droit, oui. Avocate. C'est ça que je ferais, moi. Et toi, Nicole, qu'est-ce que tu conseillerais à un garçon ou une fille qui viendrait cogner à ta porte? Bien, je suis d'accord avec ce que Joanne vient de dire, mais en plus, je lui conseillerais d'abord d'être patient. Parce que ça prend du temps avant de... En fait, surtout si cet individu veut du succès, veut réussir, veut vendre beaucoup de livres, parce que les gens qui sont en dehors de l'industrie du livre ne savent pas ce que ça veut dire. Quand tu publies un premier roman, tu peux vendre 300 copies. Donc, il faut savoir pourquoi, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a plusieurs personnes qui débutaient dans le métier et qui me demandaient des conseils et je leur disais, ne te décourage pas, sois patient. À un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose qui ça va débloquer. Parce que dans notre milieu, bon, il y a des subventions, oui, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, ça, j'aimerais ça faire une petite parenthèse sur les subventions. Tout à fait d'accord. Parce qu'on entend constamment dire les éditeurs sont subventionnés. C'est vrai qu'on reçoit des subventions, mais les maisons d'édition comme Librex et comme la nôtre, les subventions qu'on reçoit ne représentent qu'à peu près 10 à 15 de nos revenus. C'est bien rare. Donc, quand on dit on est subventionné, donc on devrait tout accepter ce qu'on nous demande, il y a des limites. Donc, parenthèse fermée. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais tu parlais et donc, les la nouveaux, patience. Ben oui, parce que les programmes de subvention ne sont accessibles qu'après 3 années d'existence. Donc, pendant tout ce temps-là, les éditeurs doivent se financer eux-mêmes, puis ensuite peuvent faire une demande de subvention. Conseil des arts, peut-être qu'ils vont être acceptés, hein, Joanne? Peut-être que non. Peut-être que ça peut prendre 10 ans avant qu'ils soient acceptés, mais il faut être patient avant d'avoir des revenus. Et nos distributeurs qui nous paient à 90 jours. Donc, il faut financer beaucoup de choses à l'avance. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout quand on est un petit éditeur. Il faut tout savoir faire. Il faut savoir faire les médias, les communications avec les médias. Il faut savoir la production. Il faut tout apprendre. Donc, il faut être prêt à ça. Tu sais, l'industrie a changé aussi. Il y a eu beaucoup de... Ça marche-tu, cette affaire-là? Oui, je pense qu'on t'entend. OK, je ne m'entendais pas. L'autre chose que je trouve qui vaut la peine d'être dit, c'est la façon aussi, les choses ont changé. C'est-à-dire que la vision avant des jeunes maisons d'édition sur les plus gros, c'était systématique, que toi, on sait bien, c'est gros. Je me suis même fait dire en assemblée qu'on n'éditait pas, nous autres. On ne savait pas ce que ça voulait dire, éditer. Une chance que Pascal Assatiani m'avait calmé, parce que je pense que j'aurais mordu la fille qui a dit cette connerie-là. Mais je dis parce que, oui, on travaille comme une autre maison d'édition. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et c'est ça qui est... Ça, c'est déjà beaucoup plus sain. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, des mauvaises analyses et des mauvaises visions. On disait à peu près n'importe quoi. T'es gros, t'es ceci, t'es petit, t'es cela. Toi, t'as bien des subventions, toi, t'en as pas. Je pense que ça commence à... C'est parti, ou presque, à part de quelques trucs. Et c'est important de le dire.
Alors, ce qui vous différencie beaucoup, c'est les maisons pour lesquelles vous travaillez. Ouais. Parce qu'on l'a dit, Nicole, c'est une entreprise familiale. C'est pas forcément tous les jours évident d'avoir l'image de son père et de tout le temps devoir se référer ou de se libérer à lui. Puis après, on passera à Oui. Joanne. Parce que ça peut être un poids aussi d'être dans une entreprise familiale. Ben, en fait, en parlant de mon père, vous devez savoir que quand je suis arrivée chez Guy Saint-Jean-Éditeur, papa avait fondé la Diffusion Prologue. Il passait tout son temps là et la maison d'édition était un hobby pour lui. Donc, papa n'était pas impliqué à la maison d'édition quand je suis arrivée. Il venait une journée par semaine, c'est moi qui faisais tout. Donc, il n'a pas son poids n'était pas présent à la maison d'édition. Il l'est devenu quand il est revenu à la maison d'édition 15 ans plus tard, quand il a vendu ses actions de chez Prologue. Et là, il a intégré, il est arrivé. Puis à ce moment-là, on était les 4, Marie-Claire, mon mari Jacques et moi et papa. Là, c'était pas évident. Là, c'était vraiment pas évident. Les chicanes qu'on avait, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes visions. Puis les membres de la famille, là, aucune retenue. Hein? C'était les portes claquaient. Mais et ensuite, c'est quand on a engagé on était une petite maison, puis d'ailleurs, tu sais, toi, tu étais une grosse maison. Oui, c'est ça. Mais J'ai plus rien. nous, on publiait 4 nouveautés par année. J'étais 1,5. On est rendu à 80 nouveautés, une douzaine T'es rendu d'employés. une grosse, puis on est Ben petit. oui, mais c'est ça qui est. Tu sais, puis à un moment donné, il y a un éditeur. Tout le temps, moi, je me suis identifiée comme une petite maison d'édition. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, vous autres, là, la grosse maison d'édition. » J'ai fait « Quoi? Quoi? » Tu sais, puis là, bon, je l'assume. Là. Je réalise qu'on est une maison importante. Mais l'esprit de famille, oui. Disons, le poids de papa n'était pas si important, et d'autant plus, bon, il est décédé il y a déjà 15 ans. Mais la dynamique familiale, pour moi, c'est un plus. Parce que on se tient, on se parle, on s'entraide. L'esprit de famille est là chez nous. Puis les gens que j'ai embauchés depuis que j'ai amenés à la maison d'édition, c'était avec cette vision et cette culture d'entreprise qu'on cultive encore. Jean, mon meilleur ami, qui est arrivé il y a 8 ans, il est venu dans cet esprit de famille-là. Et bon, là, c'est mon meilleur ami. Donc, c'est devenu une famille. Puis il y a beaucoup d'avantages, en tout cas pour nous. Ça ne marche pas pour toutes les familles, mais nous, on est une famille unie. Oui, oui. Alors, toi, Joanne, la maison d'édition pour laquelle tu travaillais fait partie d'un grand groupe Maintenant, ouais, j'ai connu... qui a connu toutes les J'ai étapes, connu finalement. toutes les étapes. En fait, Libre Expression était petite maison avec 5 employés quand moi je suis rentrée en 92. Et ils ont vendu 50 de leurs actions en 94 à Québécois. Donc, j'ai vu le passage des 5 années où est-ce que c'était 50-50. J'ai vu donc les actionnaires de base discuter avec le plus grand groupe. Bon, il faut dire aussi que Québécois, à cette époque-là, là, Vidéotron n'existait pas. En fait, il n'existait pas chez eux. J'ai vu tout ça grandir. Et quand on m'a donné la direction en 2000, c'était Libre Expression. Et après ça, ça a été la fusion. Alors, j'ai fusionné 5 entreprises, moi, en 5 ans. Fait que j'ai appris plus la gestion pendant ce moment-là. Il y a des choses que je n'ai jamais voulu comprendre, mais parce que ce n'est pas important. La désuétude, je laisse ça au comptable. Mais je suis contente de savoir. Alors, ça fait rire les éditeurs, la désuétude. À vouloir rien comprendre de la désuétude. Merci! Ah, ça fait ma journée, ça. Et au fur et à mesure, c'est sûr que les contraintes des groupes, ben oui, il y a des contraintes, mais c'est beaucoup moins gros qu'on pense. En fait, les gens en font une histoire. Bon, c'est vrai que les concurrents, vu qu'il y a une télé et tout ça, mais à l'interne, on peut gérer très bien. Là. En fait, moi, j'ai jamais eu... Tout ce qu'on a voulu faire, on l'a fait. On n'a pas eu de pression vraiment. Mais ça demande un autre type. C'est surtout de gestion de désuétude et de machin parce que c'est une compagnie publique. Mais une fois que tu sais ça, là, le métier ou la passion d'édition, parce que ça, oui, j'avais pas le choix, mais je veux dire, ça s'était compensé par
l'édition, l'équipe éditoriale, les discussions animées, les programmes de promotion. Donc oui, c'est différent. Puis tu sais, tu parles de ça, mais une des différences, c'est que tu vas peut-être trouver ça étrange, là, mais moi, j'ai jamais eu à présenter de budget à personne. Non, Hein? c'est ça. Oui, Puis- oui, un petit peu. Puis je sais que ça fait partie de vos réalités, de passer beaucoup de temps à présenter des budgets. Ouais. Nous, on fait Mais ce tu qu'on sais- veut. Hein? Tu sais, quand arrive le Fonds du livre canadien, Oui, je sais. c'est fait de même. On passe pas des heures là-dessus, nous autres. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait C'est ça ça. pour nous. Alors, oui, le temps passe, hein, madame, vous ne me faites pas. Oui, c'est ça. Vous êtes sûre? On n'a pas la même montre que. Oui, OK. On est dans un salon du livre. Vos maisons sont au salon du livre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les salons du livre? Alors, tiens, Nicole. Pour moi, ça Parce représente... que j'ai oublié de dire que et l'une et l'autre avaient été très C'est impliquées vrai. aussi hein, dans les salons du livre et dans l'organisation des salons du livre. C'est vrai. Mm. Et tu vois, mon père a été au Oui, conseil ton père. d'administration pendant une dizaine d'années. Moi, j'y ai été pendant une dizaine d'années. Toi aussi. Un peu peu moi, moins, mais c'est Madeleine chez nous Madeleine Berthelet chez nous qui est partout et qui, elle, est impliquée depuis très longtemps, là, quand même. Bien, pour nous, le salon, c'est une vitrine. C'est important à plusieurs égards. C'est important pour nous comme éditeurs parce que ça nous permet d'avoir un contact direct avec les lecteurs. Parce que nous, dans notre métier, il y a plusieurs intermédiaires. Il y a notre distributeur, il y a le libraire et le lecteur. Donc, ça nous permet donc d'avoir le contact avec le lecteur. Ça permet à nos auteurs, eux aussi, d'avoir un contact direct avec leurs auteurs. Et ça permet de faire découvrir des choses à tous ces passionnés du livre qui viennent chaque année au salon. Pour moi, c'est de la promotion. On ne vient pas ici pour faire de l'argent. Si on en fait, tant mieux, mais on ne compte pas là-dessus. Mais et ça nous permet aussi d'avoir le pouls de ce que les lecteurs aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. C'est un peu comme une analyse de marché, si tu veux, mais c'est surtout C'est le vrai. contact avec les lecteurs pour nous et pour nos auteurs. Joanne, tu dirais la même chose? Je rajouterais deux choses. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus une rencontre entre l'auteur et son lecteur. Sinon, j'y verrais moins de... En fait, c'est les salons du livre, une vitrine, tout ça, oui. Mais c'est l'auteur rencontre très peu son lecteur, en fait, dans une... Oui, il y a des petits trucs de temps en temps. Pour eux, la rencontre avec le lectorat en tout cas, est plus importante que pour moi, sincèrement. Je parle moi comme individu, là. Je ne parle pas de moi comme dirigeante. Mais les contacts partout au Québec et tout ça sont essentiels. Est-ce que c'est la bonne formule? Ça, je sais. Je suis moins certaine, mais je trouve que là, la pandémie a permis à faire beaucoup de changements, ce qui me réjouit dans un certain sens. Essai-erreur, ça, moi, je suis toujours pour ça. Pour que ça permette, j'ai souvent rêvé de louer un autobus jaune, puis de mettre 50 auteurs dedans, puis de dire, on va prendre une tente, là, puis on va dire aux gens, bon, ben venez, les auteurs sont là pour les rencontrer. Parce que je trouve que c'est gros. Je trouve que c'est une période qui est lourde, la période des salons. Il faut penser à tout. Ça prend beaucoup d'énergie du personnel. C'est peut-être ça qui fait que je trouve que les salons du livre, l'idée est très, très importante, mais peut-être que la forme doit évoluer. Mais déjà, à cause de la pandémie, je vois que les choses changent et je trouve ça très bien. T'as Je raison. trouve ça très bien de voir dans la ville... Avant le salon. avant le salon. Tu sais, en fait, comme j'entendais tout à l'heure, c'est pas juste les 4 jours qui sont importants, c'est l'année. Donc, oui, on fait une fête, mais je pense que c'est comment toute l'industrie ensemble peut trouver une méthode peut-être un peu plus simple, un peu plus souple, pour que les auteurs rencontrent leurs lecteurs. Nous aussi, parce que tu as raison, c'est une étude de marché. tu regardes les gens, disent « Ah, ça, j'ai lu ça, ça, j'ai... » Et ça, on ne le sait pas. On le sait d'un vente, mais c'est pas pareil. Je veux dire, il y en a que c'est évident, d'autres non. Et pourquoi le lecteur a aimé tel type de roman que toi, tu aimais, là, mais pas comme ça? Pour ça, c'est Puis, important. tu sais, petite anecdote, puis pourquoi je parle que c'est une étude de marché. Il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, au salon, on venait de sortir un livre qui s'appelait « Les meilleures recettes à l'autocuiseur ».
Et les gens au salon nous disaient, « Ah, c'est le fun, mais vous n'avez pas l'autre, là, l'autre machine, là, la mijoteuse, là. » Et là, ça nous a donné l'idée de faire un livre sur la mijoteuse. Et ce Ça a été livre-là un est succès. devenu un succès. succès phénoménal. Mais si on n'avait pas eu cette Ouais. information au salon, oui. on ne l'aurait jamais fait. Tu as raison. Mais tu sais, ça, c'est un cas, là. Mais Non, mais tu as c'est- raison. Oui, je suis d'accord. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est pour toi le plus gros défi pour ta maison d'édition pour l'avenir, là? Ah ah! Tu fais pas de budget, mais tu réfléchis à tes défis. Excuse-moi, là, tu me prends par surprise. Le plus grand défi, je suis sans mots. Il faut Tu es que- sans mots. Oui, ben, je dois réfléchir. Pour Bon, moi, tu- je ne sais pas. Je dois dire que je vis au jour le jour, moi. Donc, je Ouais. pense pas C'est tellement au Mais je C'est pense- merveilleux. On vit aussi au jour le jour. Bon, on a peut-être des petites contraintes parce qu'il faut donner des plans d'affaires. Là. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi de ramener les gens, il y a quand même beaucoup de monde, de ramener les gens en présentiel. Parce que je trouve qu'on a perdu un peu cet esprit tu sais, d'équipe, parce que tu te parles, nous, les gens travaillent encore En devant virtuel. oui, je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Et je pense qu'il faut reconsolider ça, là. C'est pas loin, là, mais donc je pense que ça, c'est le défi à court terme. Mais le reste, c'est de continuer à suivre constamment ce qui plaît. Tu sais, on se disait, le grand succès d'un livre, c'est très souvent un alignement d'étoiles que tu n'as pas prévu. Pas comme ça. Mais c'est ça, puis on peut en parler toutes les deux, parce qu'on en a. Et de continuer toujours à être là. Puis c'est que quand ça arrive, là, il faut que tout soit autour de ça. Il ne faut pas que tu s'en perdes, bien sûr, tous les autres, mais il faut profiter de ça, pas financièrement. Il faut profiter de ça parce qu'il y a un message. Tu sais, quand Kim est arrivé, je veux dire, au-delà de ce qu'on pensait là, en littérature. Mais tu veux rendre service à l'auteur. Puis tu tu sais. veux rendre service à l'auteur, il y a quelque chose qui se passe. Puis je pense que c'est ça le défi. Mais il y a le défi aussi de conserver la place Oui. du livre québécois Dans la société. Oui. dans Oui. la société. Oui. Puis Oui. on fait beaucoup de fiction chez nous. Et après 10 ans de voir la fiction baisser partout, ça fait 1 an et demi que c'est reparti. Et ça, c'est pour moi... Mais tu vois, en écoutant Joanne, mes idées me sont revenues. Et tu vois, je trouve qu'un des défis qui est important pour nous, c'est la place pour vendre le livre. Parce qu'il y a les librairies, mais il y a d'autres endroits où on vend du livre et il y a une concurrence énorme pour avoir cette place-là. Ouais, c'est vrai. D'autres produits que le livre. Tout à fait. Par exemple, dans les Costco et les Walmart, l'espace dédié aux livres se rétrécit comme peau de chagrin. Et veut pas, dans le genre de littérature qu'on fait, nous, ces endroits-là sont très importants pour rejoindre notre lectorat. Et on est aussi en concurrence contre tous les autres divertissements et les tablettes et tout ce qui est divertissement en ligne, ça vient gruger le temps De de lecture. lecture. Et quand tu parlais de best-seller tout à l'heure, écoute, il m'est revenu une idée en tête, c'est quand on parle à des gens qui sont à l'extérieur du milieu, des banquiers, où on leur raconte notre histoire, on leur raconte ce qu'on fait, on dit, on a fait un best-seller avec ça et avec ça, ils me répondent régulièrement, systématiquement, mais pourquoi vous ne faites pas juste des best-sellers? Je leur réponds, mais si on compliqué. avait la Ben, recette... comme la tout désuétude, le monde c'est ne comme ferait ça. que des best-sellers. Ben oui. Et bien voilà, c'est la fin de cette discussion entre nos 2 récipiendaires du prix Fleury-Méplet, Joanne Gay, récipiendaire 2020, Nicole Saint-Jean, récipiendaire 2021. Merci beaucoup Mais à toutes les Merci, deux. beaucoup, Gilda. Gilda. C'est Merci, très Gilda. gentil. Merci. La littérature québécoise, je trouve qu'on a des auteurs et des autrices qui se peuvent juste pas. Puis j'éprouve souvent une grande fierté de les lire puis de pouvoir les croiser sur les réseaux sociaux après puis me dire mais